Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous accueillons sur le plateau deux invités, Olivier Tissot et Antoine Viard, qui sont bénévoles en service civique au sein de l'association des scouts et guides de France. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va parler avec vous principalement ce soir de cette action menée, que vous envisagez de mener dans Kawini ce dimanche, une opération de nettoyage. Vous nous en direz davantage tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors le TMF, on en a parlé dans nos éditions précédemment. Un concert aura lieu demain pour fêter la clôture de l'événement. On en parle avec vous tout à l'heure, vous nous direz tout ce qui se prépare. Mais d'abord, voici les titres de ce samedi 7 avril. Suite au mouvement de grève générale qui a cours actuellement en Guyane, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un plan d'urgence de plus d'1 milliard d'euros. Si à Mayotte, beaucoup se réjouissent des avancées obtenues par les Guyanais, plusieurs collectifs viennent néanmoins d'écrire au gouvernement afin qu'il s'intéresse à la situation de l'île. En effet, les problèmes y sont aussi nombreux et seul un plan Marshall de l'État peut permettre au département de se développer. Explication. Nouvelle conférence dans le cadre de la saison culturelle du CUFR. Cette fois, c'est le musée de Mayotte qui a été mis à l'honneur avec une conférence intitulée « Le MUMA, un projet de musée pour la nature et la culture ». Connaître, sauvegarder et partager le patrimoine mahorais, le MUMA a désormais bien entamé sa construction. Plus d'informations à la fin de cette édition. À l'occasion de la clôture du Tour de Mayotte en fauteuil roulant, un concert est organisé demain soir à Amjago en l'honneur des handicapables. Pour l'occasion, deux associations culturelles de Chiconi ont fusionné, mélangeant instruments, chants et danses traditionnelles. Zoom sur les associations Ninga et Salela à la fin de cette édition. Débutée il y a 2 semaines, la crise en Guyane fait de plus en plus d'émules. Vu du 101e département, il faut dire que le plan d'urgence de plus d'1 milliard d'euros accordé aux Guyanais a de quoi faire des envieux dans l'île au lagon. Ainsi, à travers une lettre ouverte adressée au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et à la ministre des Outre-mer, le COSEM réclame le même traitement pour Mayotte. Les explications avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le plan d'urgence d'1 milliard d'euros accordé aux Guyanais fait des envieux sur le territoire. Il faut dire que le 101e département de France connaît les mêmes difficultés que celles rencontrées en Guyane, à la différence près que les chiffres sont encore plus alarmants à Mayotte. À ce titre, plusieurs collectifs, dont le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, vient d'alerter le gouvernement par courrier. L'un des membres fondateurs du COSEM nous en dit plus sur la raison d'une telle démarche. Nos besoins sont encore beaucoup plus important. Nous sommes solidaires évidemment avec les Guyanais, mais Mayotte accuse encore ce retard beaucoup plus important en termes d'infrastructure. Il nous manque un 2e, voire un 3e centre hospitalier. Il nous manque 1000 enseignants. Vous savez que la délinquance ici a complètement explosé puisque les mineurs délinquants comme aussi tous ceux qui proviennent aussi de l'extérieur font ce qu'ils veulent un peu sur le territoire. Or, il y a juste 4 brigades de gendarmerie, donc il faut renforcer ces brigades de gendarmerie. Il en faut davantage parce que justement, c'est une manière de lutter efficacement contre l'insécurité. Et vous savez que si on lutte contre l'insécurité, on est beaucoup plus à même évidemment de développer le territoire parce qu'on va attirer des touristes, on va attirer des investisseurs puisqu'actuellement tout le monde fuit Mayotte et les services publics sont complètement encombrés parce que les bâtiments sont complètement délabrés et le personnel manque de moyens. Les mots font office d'avertissement, d'autant que le courrier est conclu en rappelant les événements qui ont eu lieu à Mayotte lors du mouvement de grève générale de 2011. En 2011, il ne faut pas oublier qu'il y a eu tout de même 10 000 personnes dans la rue, il y a eu un mort, il y a eu une personne dont l'œil a été crevé. Récemment encore, on savait qu'il y a eu justement le meurtre de Christophe et il y a eu 7000 personnes dans la rue. Vous savez aussi qu'en Guyane, c'est 3000 personnes dans la rue et ça avait fait, au bout de 3000 personnes, 1 milliard 85 millions. Voilà le résultat. Nous, 10 000 personnes dans la rue, on nous donne des bons d'achat, des bons de 50 €. Ce n'est pas normal. Je crois que l'égalité républicaine, c'est à un moment donné de se dire que ce sont également des Français à part entière, les Mahorais. Par conséquent, puisqu'ils ont un siècle de retard, il faut combler ce retard. Le retard est immense et les problèmes n'ont fait que s'accumuler ces dernières années.
Car si des progrès sont à noter dans plusieurs domaines avec la mise en place progressive du droit commun, le constat est sans appel. Et toute la population tourne désormais son regard vers Paris. Et cela fait maintenant 5 jours que les agents de la CSSM sont en grève. Les négociations engagées hier et qui ont duré plusieurs heures n'ont cette fois encore abouti à aucun accord. Les agents ont donc décidé de passer à la vitesse supérieure en manifestant dans les rues du chef-lieu ce matin avant de se rendre au siège de leur direction. Ils réclament encore et toujours l'application de la retraite complémentaire à Mayotte. Du côté de la rédaction de la direction, toujours pas de réponse apportée. Une attitude qui insupporte de plus en plus les grévistes. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. C'est en investissant la rue que les agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ont décidé de se faire entendre ce matin. En effet, après 3 rencontres et de longues heures de négociations, aucun accord écrit n'a pu être rédigé. Hier, on était en négociation avec la direction pour la 3e fois. On a commencé à 10h30 et on a fini à 21h. Pour la 3e fois, on n'a pas trouvé d'accord écrit. Donc comme on s'était engagé vis-à-vis de la base, on est revenu aujourd'hui pour faire un compte-rendu par rapport à ces points de revendication. On n'a pas trouvé d'accord écrit avec la direction. Donc aujourd'hui, le personnel a décidé de manifester son mécontentement en descendant sur la route et en allant directement à la direction pour leur donner la réponse par rapport aux revendications données. Une direction qui, selon les agents, se refuse à expliquer clairement pourquoi le droit commun n'est toujours pas appliqué à Mayotte. Toutes ces revendications sont légitimes parce que nous, on ne demande que les avantages qu'ont les autres salariés de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, il y a un blocage et le pire, c'est que l'employeur ne veut pas nous dire où est-ce que ça bloque et pour quelle raison il ne veut pas nous appliquer le dispositif de la retraite complémentaire. La grève de 2012 aura donc été vaine puisque les revendications n'ont pour ainsi dire pas évolué. Seule la patience a fini par s'estomper face à des promesses non tenues. La retraite complémentaire, il y a déjà un accord qui date de 2012 qui dit que tout le personnel de la Caisse de sécurité sociale bénéficie de la convention collective. Donc aujourd'hui, cette grève ne devait pas avoir lieu si l'employeur avait mis en exécution l'application de la convention collective intégrale pour le territoire de Mayotte. Par exemple, sur la retraite complémentaire, les points ne sont pas à négocier puisqu'on a déjà un accord. On fait partie de la convention collective, donc la retraite devait s'appliquer pour le personnel de Mayotte. Donc après, il y a des points, par exemple, sur des augmentations de salaire, des mesures salariales, où nous sommes en discussion, en négociation, on n'est pas d'accord sur nos demandes et par rapport à la réponse de la direction. Donc on est en train de discuter sur des détails. Aucune nouvelle négociation n'était au programme du jour et la grève va donc se poursuivre la semaine prochaine. En 2012, le mouvement avait duré de longues semaines et il reste donc à espérer que ce nouveau conflit sera rapidement résolu. Et direction maintenant le CEFR de Dembéni avec cette nouvelle conférence du pôle culture qui portait cette fois sur le musée de Mayotte. Une conférence qui fut l'occasion pour Ben Saïd, chargé de mission au MUMA justement, d'intervenir sur la thématique suivante. Le MUMA, un projet de musée pour la nature et la culture. Inauguré en 2015, en septembre 2015, le MUMA constitue ainsi un projet structurant pour l'étude et la promotion du patrimoine de Mayotte. Il préfigure également le projet du musée qui vise le label Musée de France. À ce titre, toute une série d'actions y sont menées. Adèle Laurent nous en dit davantage. Sauvegarder et connaître le patrimoine de l'île. C'est le défi que s'est lancé le département en créant le musée de Mayotte, avec la volonté de lui donner une double identité, nature et culture. À Mayotte, la culture est liée à la nature. En tout cas, une grande partie de la culture est liée à la nature. C'est aussi parce que la richesse de la nature mahoraise, faune et flore y compris, doit être connue pour être préservée. Culture parce que évidemment l'individu ne veut pas vivre sans culture ni patrimoine. C'est son passé, c'est sa vie au quotidien et Mayotte a besoin donc qu'on connaisse tout ça pour qu'on puisse les sauvegarder et les faire connaître. Mayotte a aussi besoin de se lier au reste de la région parce que la culture mahoraise elle est sans doute unique parce qu'elle est mahoraise. Mais elle est liée aussi à l'archipel, elle est liée à l'Est africain, elle est liée à Madagascar. C'est toutes ces passerelles-là
que le musée doit pouvoir développer et mettre en valeur. Connaître, sauvegarder et partager le patrimoine mahorais. Le musée a désormais bien entamé sa construction et a d'ailleurs la volonté d'évoluer pour et avec la population mahoraise. Les Mahorais qui viennent, on prend en compte leur avis, on prend en compte leur orientation, on prend en compte leurs suggestions. Il est en co-construction parce que ce patrimoine qui est aux mains des Mahorais, on le prend grâce notamment à une salle qu'on a mis en place là-bas qu'on appelle Racontez-nous. Chacun vient, il a à peu près, on va dire, 5 minutes. Et il peut, pendant les 5 minutes, donc, nous dire ce qu'il pense être le plus important à sauvegarder à Mayotte en termes de patrimoine. Et nous, on se doit après donc de décortiquer tout ça pour voir ce qui est important pour les Mahorais, parce qu'on est là aussi pour valoriser ce qui importe à leurs yeux. Et le MUMA veut aller plus loin en visant le label Musée de France. Abdul Karim Ben Saïd nous en dit plus. Les conditions, c'est d'abord la qualité du travail de recherche qui se fait à travers une politique d'acquisition, un enrichissement des collections, un inventaire selon les normes nationales du ministère donc, de la Culture. C'est aussi une politique du développement des publics et une ouverture du musée à l'ensemble de la population. Quand on est labellisé Musée de France, on a l'appui technique du ministère de la Culture, on a donc l'expertise, on a aussi un soutien financier. Et c'est aussi une reconnaissance de la qualité des travaux et des actions du musée. Des années prometteuses attendent donc le MUMA, qui tend à relever le défi de la sauvegarde et de la connaissance du patrimoine mahorais. Et prochain rendez-vous culturel le 29 avril pour le samedi du MUMA qui mettra en lumière la traite clandestine à destination de Mayotte, les Comores et Nosibé. Et autre rendez-vous également prévu à l'occasion des Nuits du musée, une exposition sur les habits d'apparat et de confection locale, mais aussi d'importation couplée à une exposition sur le Msinzano. Quant au CUFR, la prochaine conférence publique est prévue vendredi prochain à 12h30 en salle polyvalente et traitera des mathématiques et de la navigation. Parlons maintenant de cette opération de nettoyage avec nos invités, une opération qui aura lieu ce dimanche du côté de Kaweni. Oui, alors effectivement, donc opération de nettoyage organisée dans tout Kaweni, qui durera toute la journée du dimanche 9 avril. C'est une action qui est organisée en partenariat avec plusieurs associations. Donc on compte l'AMIP, Mayotte Île Propre, l'USPK Kaweni et les Scouts et Guides de France. Donc cette action est organisée dans le but de sensibiliser les habitants au tri des déchets, mais aussi d'informer sur les différents impacts de la pollution, tout ce qui peut arriver sur Mayotte. Alors elle touchera tout Kaweni ou certains secteurs seulement? Alors, il y aura 2 points principaux dans Kaweni, donc qui seront la place Mangatélé et la place de la rue centrale. Et si on peut, on essaiera d'étendre sur tout le village. Alors, une opération initiée par l'Association des Scouts et Guides de France, dont vous faites partie, Olivier Tissot et Antoine Viard. Alors, cette association, aujourd'hui, quelle autre action elle mène sur Mayotte? Parce qu'on imagine que ce n'est pas la seule qui est entreprise ici. Alors oui, ce n'est pas la seule. À Mayotte, on a 2 groupes. Donc, il y a un groupe sur Mamoudzou et il y a un groupe sur Petite Terre. Dans ces groupes-là, il y a plein de jeunes et dans différentes tranches d'âge. Et en fait, ces jeunes sont encadrés par des animateurs qui sont bénévoles au sein de l'association et donc ils font des actions avec les jeunes pendant les week-ends ou les vacances scolaires. Donc ils font des actions, on fait des week-ends campés donc dans différents lieux de l'île. On fait des nettoyages donc là comme on va faire. On a aussi des actions par exemple, je prends l'exemple de cette année, nos jeunes 14-17 ans partent aux Comores. Donc c'est eux-mêmes qui créent leur projet. Donc ils vont chercher leurs subventions, des extra jobs et puis ils font leurs projets, ils font les activités pour faire un échange interculturel aussi avec les scouts comoriens. Alors en termes de chiffres, que représente l'association en termes d'adhérents par exemple? Alors donc dans toute la France on est 70 000. À Mayotte, donc sur les 2 groupes, sur le groupe de Grande Terre il y a une centaine de personnes, donc 80 jeunes et pour 20 encadrants. Et puis sur Petite Terre, on a une trentaine de personnes, donc 20 jeunes et puis une dizaine d'adhérents, une dizaine d'adultes.
Alors, on sait que la jeunesse préoccupe d'autres associations. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec certaines d'entre elles? Alors, on travaille avec différentes associations, donc on n'a pas vraiment de partenariat vraiment mis en place, mais on essaye d'entreprendre plusieurs actions communes. Donc voilà, en fonction, s'il y a des besoins, nous on apporte une aide en fonction de ce qu'on peut. Et en termes, par exemple, si vous aviez un message à passer aujourd'hui par rapport au travail que vous faites, si vous rencontrez notamment des difficultés, qu'auriez-vous aimé dire sur le terrain, par exemple? Les difficultés, c'est... la difficulté, c'est surtout sur les lieux, parce qu'on a du mal à avoir des lieux où on peut où on peut camper. Ça, c'est une difficulté. Est-ce que tu en vois d'autres? Alors, une grosse difficulté, c'est surtout la barrière de la langue à Mayotte. Étant donné qu'on ne parle pas forcément tous le shimaoré, il faut qu'on trouve des personnes qui puissent nous faire lancer peut-être un appel à travers justement votre intervention pour si d'autres associations qui justement peuvent vous apporter cette compétence-là se joignent à vous. Oui, on est en recherche de bénévoles, donc d'adultes. En effet, on est en recherche de bénévoles qui parlent en effet shimaoré, parce qu'on a aussi des jeunes, donc comme à Kaweni, on fait des actions. Donc on a des jeunes qui parlent pas forcément français, et donc c'est vrai qu'on est en recherche de bénévoles qui peuvent parler shimaoré, qui connaissent vraiment Mayotte et son territoire. En tout cas, merci beaucoup Olivier Tissot et Antoine Viard de l'association des scouts et guides de France. Merci à vous. Je vous propose maintenant un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 7 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. France Inter, Le Figaro, Paris Match. La presse nationale se soucie à nouveau du 101e département de France. En effet, alors que la Guyane est actuellement secouée par un mouvement de grève générale, de nombreux médias comparent ces deux départements d'outre-mer, tout en évoquant une crise de l'eau qui ne fait qu'aggraver la situation à Mayotte. Paris Match intitule d'ailleurs son dernier article « Mayotte, l'île de la colère ». La situation du département y est résumée de façon claire et précise, et l'article n'y va pas de main morte avec les autorités, et notamment le préfet. À la fin du papier, et suite aux propos de Frédéric Vaux, qui affirme que les choses s'arrangent, les journalistes concluent en ces termes, je cite, « Dans son joli bureau climatisé trônent les armoiries de Mayotte, deux hippocampes, le croissant de l'islam et de fleurs d'ylang-ylang, avec la devise shimaoraise Rahashiri, soyons vigilants, tout un programme pour un haut fonctionnaire. Vu d'ici, pas de doute, Mayotte est un Éden. » La consommation d'eau à Mayotte ne cesse d'augmenter ces dernières années, et la pénurie a une nouvelle fois permis de le confirmer. Mais ce qui est vrai pour l'eau l'est également pour l'énergie. À ce titre, mercredi 5 avril 2017 à 18h30, Mayotte a connu un nouveau record de consommation électrique, avec un pic à près de 54 millions watts. Face à ce premier pic de l'année, EDM rappelle que ses offres d'aide en faveur de la sobriété énergétique sont toujours d'actualité. Pour l'achat d'une climatisation performante, l'aide peut ainsi aller de 600 € à 900 € par appareil sous condition. Pour des travaux d'isolation, l'électricité de Mayotte accompagne les demandeurs à partir de 10 € par mètre carré. En ce qui concerne le chauffe-eau solaire, EDM offre de 500 à 1000 € pour l'installation de ce dispositif d'eau chaude avec zéro consommation d'électricité. Toiture performante, peinture réfléchissante, brasseur d'air, chacun peut retrouver l'intégralité des aides et leurs conditions sur le site électricitédemayotte.com. La révolution aérienne se poursuit dans la zone océan Indien. En effet, dès ce dimanche 9 avril, la compagnie Corsair va lancer son premier vol entre l'île de la Réunion et Madagascar. Après avoir lancé en janvier dernier des vols entre l'île de la Réunion et Mayotte, la compagnie continue de se développer sur le marché régional. Cette nouvelle liaison sera opérée de façon hebdomadaire et le départ s'effectuera de l'île de la Réunion à 12h30 pour une arrivée à Antananarivo à 13h10. Les vols retour seront opérés le même jour avec un départ à 18h et une arrivée à 20h30. En ce qui concerne le prix, Corsair propose ses allers-retours à partir de 198 € sans bagages et de 138 € avec bagages. Pour Pascal de Isagouir, je cite, « L'ouverture de la desserte régionale Réunion-Antananarivo ce dimanche 9 avril marque d'une part notre engagement auprès des Malgaches et d'autre part notre volonté de favoriser les échanges de personnes et de biens
tout en dynamisant le tourisme entre les îles sœurs de l'océan Indien, par exemple en multipliant les opportunités de séjours combinés inter-îles. Alors Pierre, on va parler avec vous de ce qu'on a vu dans les brèves, justement avec Mayotte qui commence à faire parler d'elle dans les médias nationaux. Oui, malheureusement, jamais en bien. Hein. C'est toujours, on parle des problèmes, mais bon, en même temps, effectivement, c'est aussi très important qu'on en parle, qu'on les évoque au niveau national, puisque on l'a dit, répété plusieurs fois. Pour que ça réagisse, il faut absolument qu'au niveau national, il y ait cet écho, il y ait ce relais. C'est fondamental et on se souvient, on l'a dit de multiples reprises, mais lorsqu'il y avait eu la grève générale il y a plusieurs mois, et notamment ces émeutes, ça fait presque un an maintenant, les émeutes, la presse nationale avait fait réagir le gouvernement. On se souvient qu'elle s'était emparée des problématiques et notamment de ces émeutes, et alors que ça faisait presque 3 semaines qu'il y avait une grève générale, personne n'en parlait, le gouvernement ne réagissait même pas. À partir du moment où la presse nationale en a parlé, ça a commencé effectivement à déranger le gouvernement qui a réagi. Pour la Guyane, c'est exactement la même chose. Le COSEM, on l'a vu dans le premier sujet, le COSEM a réagi. Maintenant, il faudrait que cette lettre, elle soit relayée au niveau national, dans les médias. Et nous, effectivement, au niveau local, on en parle, on ne cesse de répéter qu'il faut absolument qu'il y ait une réaction et qu'il y ait ce plan d'investissement, parce qu'on a besoin de ça, au même titre que la Guyane, mais ça ne fait pas réagir. Quand c'est au niveau national, effectivement, le relais est tout autre, et le gouvernement s'empare rapidement des problématiques. Ça a été le cas en Guyane, c'était le cas à Mayotte il y a plusieurs mois. On se souvient ensuite du plan, notamment du plan sécurité, Mayotte Sécurité pour tous. Donc voilà, donc c'est quand même très très important ce relais. Et puis il y a eu cet article de Paris Match qui était un article qui pour le coup était assez fidèle à ce qui se passe. C'est rarement le cas, hein. Souvent il y a une méconnaissance du territoire qui fait que les journalistes n'ont pas les tenants et les aboutissants et ne sont pas capables de vraiment relayer, en tout cas de faire un état des lieux avec effectivement toutes les problématiques qui gravitent autour du territoire. Là pour le coup Paris Match a vraiment fait un article qui était complet et qui n'était pas complaisant. D'ailleurs ils ont été très critiques avec le préfet, on l'a vu, hein, puisque voilà, ils expliquent clairement que du haut de son bureau, Mayotte est un Éden. Il explique que tout va bien, tout va mieux en tout cas. Or, c'est pas vraiment le cas, et voire pas du tout. Et puis les journalistes s'en sont clairement rendus compte. Donc voilà, donc c'est vraiment un appui important. On en a besoin. Campagne présidentielle, ça va peut-être. Surtout lors de cette campagne, effectivement. Et puis aussi la Guyane, c'est un exemple pour Mayotte. Alors, on n'espère pas qu'on en arrivera là. On espère qu'effectivement il y aura une réaction avant, comme l'a dit le COSEM, mais pour qu'il y ait une réaction, il faut absolument qu'on parle des problématiques et qu'on en parle au niveau national, pas uniquement local. Merci beaucoup Pierre, vous restez avec nous et on termine justement avec cet événement à ne pas manquer, le concert organisé ce samedi à Mjago par l'équipe du Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Une manière de clôturer l'événement en beauté, et pour que la fête soit encore plus belle, de nombreux artistes et groupes se sont joints à l'événement et se produiront sur scène demain. Alors un avant-goût de ce qui vous attend si vous êtes du côté d'Mjago dans ce reportage signé Sony Chamsidine. Une voix, un duo de danseuses, accompagnés par des instruments traditionnels et modernes, c'est ce que nous proposent les groupes Nenga et Sarera de Chiconi. Une collaboration aujourd'hui évidente pour ce duo gagnant. Ça se passe très bien parce que les mbiwi de Nenga, c'est des instruments aussi traditionnels, c'est des mbiwi, donc ça se marie bien avec la gabousse et le djenzé. Leur chant aussi, ça demande qu'à être enrichi en fait. On essaye de travailler ensemble avec le groupe Sarera parce que eux en fait c'est plus les instruments et nous c'est les mbiwi. Et on a remarqué aujourd'hui en fait que les instruments sont un peu laissés aux oubliettes, et avec les mbiwi on essaye en fait de révisiter en fait notre culture mahoraise avec les instruments pour pouvoir transmettre justement à la génération future. Et comme on dit souvent que Chiconi c'est la capitale de l'ambiance en fait, donc on essaye de voir tout ça pour créer de l'originalité. Une ambiance assurée par le couple associatif depuis 2014, œuvrant à la promotion des danses et chants traditionnels. L'inspiration est puisée chez les grands artistes locaux, tels que le groupe Ramozob de Chiconi, Mbiwi, Chakacha, Biyaya, des patrimoines à conserver et des univers musicaux à transmettre pour la nouvelle génération. Revivre notre culture
et puis de le transmettre ailleurs, dans l'océan Indien ou même en métropole, de le partager avec d'autres personnes, quoi, de montrer qu'ici à Mayotte, on a une richesse au niveau culturel qui est assez quand même important. Et on a tendance à se tourner, les jeunes surtout a tendance à se tourner vers la musique un peu moderne. Donc nous, on essaie de faire revivre cette musique. Habitués notamment à fêter les mariés dans toute l'île, Ninga et Sarera seront cette fois-ci sur scène pour une bonne cause, honorer les membres du Tour de Mayotte en fauteuil roulant, une participation qui tient particulièrement à cœur les artistes. C'est une cause qui touche tout le monde. L'handicap, c'est quelque chose qu'on se doit tous d'apporter du soutien, de l'aide, parce que beaucoup de familles sont confrontées à cette problématique d'handicap. Donc du coup, c'est tout un honneur pour nous justement de se mêler à cette activité et justement de montrer qu'on est là, on les soutient et qu'un jour on espère que ça va évoluer dans le bon sens au niveau de leurs problématiques. Qui a dit que la solidarité et les traditions étaient mortes à Mayotte? Ce samedi, Ninga et Sarera sont en tous les cas bien décidés à nous faire danser jusqu'au bout de la nuit. Alors en tout cas, l'ambiance sera la fête demain du côté d'Amjago. Pierre, après ce tour de Mayotte en fauteuil roulant, vous en savez davantage sur justement l'ambiance, sur les choses qui vont se passer? Oui, effectivement, c'était prévu bien avant le début de ce tour, ce grand projet qui a été mené à bien, mené à son terme. On ne savait pas si voilà, Dr Léo avait lancé ça, on se souvient. Il était venu d'ailleurs sur nos ondes, sur notre antenne pour annoncer qu'il avait cette ambition de ce tour de Mayotte en fauteuil roulant. Il avait notamment expliqué qu'il n'avait jamais rien fait et puis finalement il avait eu ce handicap et maintenant il se disait qu'il était temps pour lui de faire quelque chose, de faire des grandes choses. Il a fait quelque chose de grand avec ce Tour de Mayotte parce qu'il y a vraiment une liesse populaire. Il y a vraiment eu beaucoup de gens qui l'ont suivi et qui vont continuer de le suivre. Ça va être un peu le point d'orgue, ce concert. Ça va pour mettre une sorte de point final au TMF, mais pas à la lutte qui a été amorcée avec ce Tour de Mayotte, parce que vraiment, ce n'est que le début. Dr Léo l'a dit, et tous ceux qui l'ont suivi n'ont cessé de le répéter. C'est vraiment le début d'une prise de conscience, le début d'un changement. En tout cas, on l'espère. On espère que vraiment ça aura permis aux autorités de comprendre les difficultés qui sont rencontrées, parce qu'ils en ont eu quand même beaucoup lors de ce tour, et de faire en sorte que les personnes en situation de handicap soient à la fois plus visibles, qu'elles aient leur place au sein de la société mahoraise, qu'elles ne soient pas cachées, parce que, comme il l'a dit et répété, maladie se soigne, mais handicap s'adapte. Donc voilà, donc maintenant, il y aura ce concert, et puis ensuite, on va continuer de suivre, bien entendu, tout ce qui va être fait, parce qu'il y a peut-être, pourquoi pas, on ne sait pas, on ne va pas s'avancer, mais une deuxième édition qui pourrait être prévue, alors peut-être sous un autre format, mais en tout cas, ça ne va pas se terminer là, ça va continuer, et puis surtout, on va suivre tous ces élus qui ont accueilli le TMF et qui ont semblé très, très atteints, en tout cas qui ont semblé sensibles à la cause. Donc on espère maintenant que ça va se traduire en actes et qu'ils vont prendre effectivement des mesures pour faciliter la vie de ces personnes en situation de handicap, parce que Dieu sait que c'est quand même très très compliqué à Mayotte en termes d'infrastructure et un peu à tous les niveaux en termes de travail. Donc voilà. Donc on va continuer de les suivre de très près, et puis ce concert, tout le monde y est convié. Alors il y a aussi MHD ce week-end demain soir, et puis il y a Amjago. Voilà, ça va être un week-end très chargé. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et pour tous ces rendez-vous. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Cette fin de semaine, n'oubliez pas votre rendez-vous, les rendez-vous de l'info, samedi et dimanche soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du journal. Bonne fin de semaine à vous.